L'année 2016 a été une année très mouvementée. Nous aurions souhaité que ce soit une année qui permette à la République démocratique du Congo de connaître son alternance, sa première alternance, mais la mauvaise foi de Joseph Kabila a fait que l'année a été très mouvementée. Elle a été marquée par des manifestations à répétition, à l'appel de l'opposition, et nous avons enregistré beaucoup de morts. Et j'ose croire que ceux qui ont tué le Congolais répondront un jour. En tout cas, moi, je me battrai pour qu'ils répondent un jour, à commencer par les généraux Kanyama. Il faudra que tous ces gens-là répondent un jour. Le sang des Congolais ne peut pas avoir été comme ça répandu pour nous. Donc c'est une année très malheureuse pour nous, mais nous osons croire qu'en même temps, ce sang qui a été répandu est allé fertiliser le sol de nos ancêtres pour que naisse un nouveau Congo qui, à mon point de vue, est en train de prendre forme, de prendre corps à partir des négociations de la CENCO qui ont donné lieu à un accord. Mais il s'est fait que cet accord connaît encore des entraves dans son application du fait de la mauvaise foi de la majorité. Au niveau de l'arrangement particulier, il y a beaucoup trop d'incompréhension et de contradictions qui font qu'à ce jour, nous n'avons pas beaucoup évolué. Jusqu'il y a 48 heures, les gens ne s'accordaient pas sur le Premier ministre, en ce sens que l'accord dit que le Premier ministre est présenté par le rassemblement et que du côté de la majorité, on exigeait que l'opposition présente 3 noms, mais depuis hier soir, il semble que cette question a trouvé un compromis et que c'est clair que c'est le rassemblement qui va présenter le Premier ministre et que d'ailleurs, selon plusieurs sources recoupées, c'est Félix Tshisekedi qui est le candidat du rassemblement. Un autre point d'achoppement, c'est la répartition des postes ministériels, 46 postes au total, donc 37 postes de ministres, 9 postes, pardon, de vice-ministres. Sur les 37 postes de ministres, la majorité exige 16 pour elle, ou 8 au rassemblement, 3 pour le camp des signataires opposants camp Tchachi, 2 pour les MLC, 2 pour l'opposition, si je dois encore l'appeler opposition kenguiste, 2 pour la société civile, 2 ministères attribués à Joseph Kabila, donc à lui de désigner de pouvoir à ces 2 ministères-là, et 2 autres attribués au prochain Premier ministre. C'était ça qui avait bloqué parce que le rassemblement estimait que la majorité voulait s'adjuger la part d'union et que c'était inadmissible. Mais dans l'entretemps, il y a eu un nouveau point de blocage. La majorité dit que les composantes, c'est plus en termes de majorité, rassemblement, non, non. Et nous devons revenir à la configuration traditionnelle, d'un côté la majorité, de l'autre l'opposition, entendu opposition et rassemblement et opposition des signataires du camp Tchachi, et en troisième position la société civile, ce qui n'était pas acceptable parce que depuis ces négociations, la configuration est bien simple. Nous avons d'un côté les signataires de l'accord du 18 octobre et de l'autre côté des non-signataires. Bon, alors j'ai l'impression qu'en fait, la majorité a pris l'option de multiplier des manœuvres dilatoires pour gagner du temps, ce qui ne lui profite pas, parce que je ne vois pas stratégiquement ce qu'elle gagnerait à faire tourner les choses en longueur. Mais je crois que ça va aller très vite. Des pressions sont exercées de toutes parts pour que le plus tôt, peut-être que d'ici la fin de la semaine, ou en tout cas au début de la semaine prochaine, qu'il y ait un compromis et que nous puissions passer à la convocation de la session extraordinaire pour la mise en œuvre de cet accord. D'ailleurs, vous remarquerez que le rassemblement a été très mesuré en ce qui concerne même ces fameux partages de pouvoir. La majorité avait proposé 60 postes au total pour ce gouvernement, ministre et vice-ministre. Le rassemblement a fait une contre-proposition à 45. Et puis Caméré est venu avec une proposition un peu plus costaud, je crois 50. Et finalement, nous nous sommes arrêtés à 46. Le rassemblement n'y est pas allé, n'y va pas pour le partage du pouvoir. Mais il s'est fait qu'il y a une réalité qui nous a rattrapés, qui nous rattrape tous. C'est qu'il nous faut participer à la gestion de l'État pour s'assurer de l'organisation des élections. Kabila a fait 5 ans, il n'a pas pu nous donner des élections dans le délai constitutionnel. Vous n'allez pas me dire que nous allons laisser cette transition tout seul en disant nous croisons le bras et qu'il va nous donner des élections. C'était normal
que nous partageons le pouvoir, pas dans l'objectif, nous, de pouvoir nous payer, de pouvoir mettre de côté pour nous, de pouvoir dire que notre moment est venu. Non, c'est pour pouvoir contrôler le processus électoral que nous sommes là. C'est vraiment clair. Puisque demain, Kabila vous dira qu'il n'y a pas d'argent. Demain, quand la communauté internationale dira que nous sommes disposés à donner, à aider le Congo à soutenir le processus électoral, Kabila vous dira non. Nous ne voulons pas de l'argent étranger dans notre processus électoral. Voilà pourquoi nous devons être là. C'est vraiment clair. Ce n'est pas pour pouvoir jouir des fonctions de l'État et profiter, bénéficier des privilèges. Non. C'est une réalité. Nous devons être là pour pouvoir contrôler le processus. Et d'ailleurs, vous avez vu que ce pouvoir ne s'arrête pas à notre participation au gouvernement. Il y a une instance qui a été créée, qui s'appelle le Conseil national du suivi, qui est là essentiellement, fondamentalement, pour avoir un droit de regard sur le processus électoral. Donc c'est clair, je sais que nous accepterons ces critiques, ceux qui pensent que nous avons, nous sommes dédits et que finalement nous partageons le pouvoir avec Kabila, je leur dis libre à eux de le penser, mais nous savons, nous, et que ça c'est clair, que nous y sommes allés pour pouvoir contrôler le processus électoral, et pour ça nous n'avons pas à en rougir. Je vais quand même y répondre dans ma dimension peut-être d'analyste, mais c'est un débat interne à l'UDPS. C'est à Tshisekedi d'apprécier si il est favorable à une réintégration de ce groupe qui avait pris l'option de siéger en violation du mot d'ordre de Tshisekedi. À l'époque, moi j'étais favorable à cette position. J'avais encouragé ceux qui devaient siéger à aller siéger. Peut-être vu de ce point de vue, je peux moi encourager la réintégration du groupe. Mais c'est un débat interne, un débat UDPS-UDPS. Donc il est temps que l'UDPS, à mon point de vue, se réconcilie avec ses enfants. Moi, je veux encourager l'idée d'une réconciliation. Pourquoi pas au jour d'aujourd'hui revoir Belchika autour de Tshisekedi. Tshisekedi, qui au jour d'aujourd'hui, à mon point de vue, et à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, il a été grand. Il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de faire aboutir ce combat ensemble avec lui. Pourquoi ne pas poser un acte fondateur, un acte fondamental, avant la fin de sa carrière, se réconcilier avec tous les enfants de l'UDPS? Moi, j'encourage. Si Tshisekedi peut m'entendre et aller dans cette voie-là, faire revenir Belchika à côté de lui, faire revenir tant d'autres qui ont milité, qui ont payé de leur sueur, qui ont tout donné pour l'UDPS, qui ont tout donné à l'UDPS. Je crois que ce serait un très beau geste, qu'un geste qui va peut-être, à mon point de vue, avoir un impact même sur le plan national, qui va encourager la réconciliation sur le plan national. Moi, j'encourage Etienne Tshisekedi à la réconciliation. Je l'appelle même à le faire, et à le faire le plus tôt. Et je crois que Moubaké m'entend aussi. Je l'encourage aussi dans cette voie, autant que Félix. S'ils peuvent aller dans le voie de la réconciliation, ça ne va pas affaiblir l'UDPS, ils en sortiront plutôt grandis. D'abord, là, il ne faut pas lier Moïse à l'enrôlement. Moïse s'enrôlera. Je crois que la question est posée parce que, semble-t-il, une nouvelle province de l'Ex-Katanga connaît déjà le processus d'enrôlement. C'est pourquoi la question est posée. Il pourra s'enrôler partout. Moi, je suis congolais, je peux aller m'enrôler dans la province de la Chuapa. Ben ouais, pourvu que j'aille voter là-bas. Ouais. Donc Moïse viendra, il s'enrôlera partout. Le problème, c'est que la question Moïse est entre les mains des évêques et que les évêques ont décidé eux-mêmes de la porter, cette question. Les évêques ont déjà entendu les avocats de Katumbi. Il reste assez que maintenant, ils discutent avec la fameuse commission des magistrats qui devait être mise en place selon le vœu de la majorité. Et ensuite, ils discuteront avec la majorité et pour finir avec Kabila lui-même. Je ne vois pas comment Kabila et ses ouailles vont pouvoir dire non au retour de Moïse, là où les preuves en droit abondent pour démontrer que cette affaire est une affaire qui était déjà classée. Rien que ça. Des délais de prescription, cette affaire était prescrite. C'est une affaire dont le délai de prescription est de 3 ans. Aujourd'hui que cette affaire est ressuscitée, ou hier qu'elle a été ressuscitée, ça faisait déjà une dizaine d'années, même plus. Je ne vois pas les arguments que le camp de Kabila va nous opposer. Et je crois qu'ils ont choisi la belle voie,
qui va démontrer qu'en fait, qu'il s'agit d'un acharnement. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, on parle plus de cette affaire, de l'affaire Stoupis. Et où en est-on avec l'affaire Darry Lewis? Ce qu'on avait crié ici, mercenaires, mercenaires, les proches de Katumbi, de colonel Aaron et d'autres, pris injustement à la prison centrale de Makala. Où est le procès, M. Kabila? Le procès où? L'arrogant Tamboué, monsieur. Tu es où pour faire le procès? L'arrogant qui pense que la République lui appartient. Il est où pour faire le procès? Il est où? C'est un procès. On disait à l'époque, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Je crois que c'est une affaire très grave. Vous comprenez qu'en fait, on cherche des poux à Katumbi, sur la tête, et qu'on n'en trouve pas. Et finalement, on s'accroche à un procès qui n'en vaut pas un. Et finalement, je suis sûr qu'avec les évêques au centre de cette affaire, on finira par se rendre compte qu'il s'agit d'un acharnement, que Kabila développe une haine personnelle contre Moïse. On a toujours dit que Kabila avait une haine féroce, les sources ont toujours dit ça. Les faits sont en train de nous donner raison, que c'est un homme qui en arrive à oublier et ses responsabilités d'homme d'État pour prendre le temps d'une revanche. Je vais te donner un exemple. Regarde, Kabila est président de la République. Nzanga Mobutu est ministre d'État, ou je crois vice-premier ministre, à l'époque, je ne sais plus très bien. Ok. Il prend son avion, il va à Rome. Il arrive à Rome, il quitte Rome, il va voir le pape, il quitte Rome, il s'installe à Bruxelles. Il passe 4, 5 ou 6 mois à Bruxelles. Il est ministre en exercice dans son pays. Il laisse son poste ici. Plutôt, pendant qu'il est à Bruxelles, chose grave, il accorde des interviews, dont une interview au vitriol à Baudouin Ambawechi, site Congo indépendant, interview dans laquelle il critique son propre gouvernement. Vertement, il critique son propre gouvernement. Kabila ne s'en émeut pas. Kabila ne le révoque pas. Le poste est vacant. Kabila attend pour révoquer Nzanga. Vous vous imaginez un peu? Il attend. C'est jusqu'au jour où Nzanga prend son avion à Bruxelles pour Kinshasa. C'est quand il atterrit à l'aéroport d'Njili que finalement on le révoque le même jour. Vous vous rendez compte combien Kabila en arrive à oublier qu'il est président de la République pour prendre le temps d'un règlement de compte avec un individu? Et c'est ça qui les guide contre Katumbi, et c'est dommage. 6 mois d'absence d'un ministre, on ne le révoque pas, on veut l'humilier. Quand il prend l'avion à Bruxelles, l'ANER avertit ici, il a pris l'avion. C'est ça le travail de l'ANER. Il arrive à Njili, c'est en ce moment-là que Mende prend le décret qui a été signé par le président de la République, qu'il l'envoie à la RTNC, dit, vous pouvez maintenant publier ce décret, l'idiot est là, nous allons l'humilier. C'est au même moment qu'il envoie le décret à des journaux, à des médias dans la presse écrite. Et j'étais informé quand il appelait, quand il envoyait ces décrets. Vous vous imaginez à quel niveau on réduit les affaires de l'État? Donc une haine personnelle passe avant tout. Et on disait ça de Kabila. Aujourd'hui, de fait, moi, je pense que donne raison à ce qu'il disait de lui, que quand il a un compte à régler à un individu, Allah, il arrête tout, il attend. Il peut attendre 20 ans. Voilà. Mais je le préviens qu'une haine comme celle-là le perdra. Ça va le perdre. Je ne suis pas, il ne faut pas m'envoyer au garage très vite, je ne suis pas encore totalement parti de la presse, je reste fondateur d'un site et d'un journal que je vais relancer bientôt, un journal qui a souffert le martyre. J'ai fait moi-même la tôle, j'ai fait la prison, 11 mois, et de fortes pressions ont été exercées sur ma personne, et pendant que j'étais en prison, des émissaires m'ont été envoyés pour me dire si tu es coopératif, on va te libérer d'ici. Même mon propre avocat, à l'époque, Maître Serge Mayamba, opposant, je croyais qu'il avait de conviction. C'est parmi ceux qui sont venus me voir pour me dire que Kalev dit que si tu es coopératif, tu seras libéré. Bon, par la suite, je suis sorti de là, on m'a empêché de travailler, mon journal n'est pas sorti depuis. Donc, mais je vais le relancer bientôt. Je n'ai pas encore quitté la profession, il ne faut pas très vite m'envoyer au garage. Mais de toutes les façons, même si je n'étais plus dans la profession, je crois que avec tout le temps que j'ai passé là-dedans, 25 ans, j'aurai toujours un mot à dire. Et donc, je suis très déçu, moi, de la profession. Il n'y a pas de profession de journaliste au Congo. Il y a peut-être quelques journalistes qui méritent.
je la remarque. La profession ici ne comprend pas d'abord elle-même ses propres problèmes. Les gens sont contents de vivre de coupage, de courir matin, midi, soir. Les problèmes les plus fondamentaux de la presse ne sont pas la préoccupation de la profession. Je vais te donner des exemples concrets. Est-ce que tu sais, par exemple, que dans la profession de journaliste au Congo, il y a 2 organes qui sont chargés de la discipline. Il y a au niveau de l'UNPC un conseil de discipline, un organe qui juge, qui entend, qui sanctionne les journalistes. Mais il y a aussi le MEC qui fait fonction de conseil de discipline. Vous pouvez vous imaginer que dans une organisation, dans un corps de métier aussi important, qu'il y ait comme ça 2 instances avec les mêmes attributions et la journaliste, eux, ne s'en émeuvent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. En fait, ils sont préoccupés par autre chose que par le problème de la profession. Je suis très déçu. Je crois qu'il faudra qu'un jour cette profession puisse se remettre fondamentalement en cause et trouver de nouveaux ressorts pour répartir sur de nouvelles bases. C'est dommage. J'avais bien voulu mener ce combat, mais je t'avoue que j'ai échoué. Il y a trop de pesanteurs. Tu trouves rarement des patrons de presse qui peuvent t'accompagner dans ce combat. C'est un combat, au jour d'aujourd'hui, je le reconnais, perdu d'avance. Et c'est pourquoi j'y ai renoncé. Mais je veux continuer à encourager des jeunes. J'ai remarqué qu'il y a des jeunes comme toi-même, Sinardo, qui vit là. Il y a des jeunes comme ceux-là qui font actualité.cd, Ligodi, et puis Stani Boujakera. Énormément de jeunes comme ça qui montent et qui ont une autre vision. Je crois qu'il faut les encourager. Et avec les possibilités que donne la presse Internet. Vous voyez, la presse Internet nous donne énormément de possibilités. Plutôt que la presse traditionnelle. Et je crois que nous allons capitaliser ces opportunités pour pouvoir faire avancer ces nouveaux élans qui arrivent avec cette jeunesse. Autant dessus aussi de notre instance du CESAC, dont j'attendais beaucoup, mais dont les responsables se sont plutôt contentés de leur faraminer salaire et n'ont rien fait pour le métier, n'ont rien fait pour la profession. Plutôt, sous les CESAC, l'ANER a continué à agir en toute souveraineté, à fermer les télévisions. Moi-même, mon média est prisonnier et victime de cette situation. Imagine que moi-même, qui te parle là, j'ai écrit au CESAC. J'ai écrit pour dénoncer ce qui m'est arrivé. J'ai envoyé au CESAC tous les dossiers administratifs de mon journal. Le CESAC a écrit à Méndé pour demander à Méndé une conciliation de position, Méndé n'a jamais répondu. D'où le CESAC a reconnu que j'avais raison. A écrit à Méndé, Méndé n'a jamais répondu au CESAC. Et le CESAC n'a rien fait par la suite. C'est vraiment dommage. Je peux comprendre peut-être que le contexte de la dictature kabyliste ne permet pas au CESAC de faire son travail, mais il y avait lieu de développer des synergies entre les CESAC et la profession pourra faire avancer les choses. Mais même ça, les dirigeants des CESAC n'ont pas réussi à le faire. Nous les avons approchés plus d'une fois pour leur faire comprendre que c'était possible de développer des synergies. Pour que nous les aidions à s'émanciper du joug de l'ANER, du joug de Kalev. Mais même ça, ils n'ont pas pu. C'est vraiment dommage. Je vais quitter la profession bientôt. Je ne sais pas combien dans combien de mois. Je la quitterai officiellement. Puisque les gens me disent tout le temps que tu n'es plus journaliste, je vais leur dire maintenant de manière officielle, mais je vais partir les cœurs brisés. Ben, je garde encore mes ambitions pour moi-même, mais c'est vrai, j'ai des ambitions politiques, c'est maintenant clair. Maintenant clair, je vais me lancer et je me prépare. De quel côté? Bah, naturellement du côté de l'opposition, qui va devenir la majorité de demain. Naturellement, j'ai mené le combat pendant 10, 15, 20 années dans cette opposition, à côté de cette opposition. Quoique je n'ai jamais été politique actif, mais en tant que journaliste, j'ai toujours été proche, en tant que patron de presse, proche de cette opposition. Je dirais peut-être pas vraiment proche de l'opposition, mais proche des valeurs que cette opposition défend. Ce sont ces valeurs qui font que moi, je me rapproche de cette opposition et je crois que les mêmes valeurs continueront à nous guider demain pour bâtir un nouveau Congo. Donc je veux m'engager politiquement, c'est clair. C'est une question de mois, de jours. Peut-être que le moment venu, je t'appellerai pour te réserver l'exclusivité. Mais en tout cas, c'est vraiment déjà clair. Les choix sont déjà faits, l'option est levée.
Mike Moukeba Nkosso s'engage politiquement dans les mois qui viennent, quoi. Mais pour une grande ambition, écoute, Nardo, tu peux être sûr, pour une grande ambition, c'est pas pour être conseiller communal à Lingouala, non. Non, non, je ne dis pas qu'un conseiller communal est moi, mais moi je ne me lance pas à ce niveau-là. C'est pour une très grande ambition, ben, tu verras. Donc c'est une question de moi. Je suis en train de m'organiser, de mettre une structure en place, des petits comités que je mets déjà en place d'ici là, par-ci, par-là, et puis je vais faire officiellement, pour mettre à l'aise tous ceux-là qui pensent que je me cache derrière la profession de journaliste pour les attaquer. Je vais maintenant me battre à visage découvert. Mende m'a déjà attaqué de cette façon-là. Il dit que je me cache derrière la profession de journaliste. Je veux m'engager comme politique et j'aimerais le retrouver sur un plateau et lui montrer que comme politique, je peux encore mieux le descendre comme journaliste. Mis à part les moyens de l'État, je ne vois pas quel atout il a plus que moi.